Quand Mathieu Renard revint dans son village après 3 ans d'absence, il le fit avec une voiture allemande toute neuve et une femme qui sentait le parfum cher. Il pensait que ce serait le plus beau jour de la vie de ses parents. Il imaginait le visage de sa mère s'illuminer depuis la fenêtre, son père sortir sur le pas de la porte en essuyant ses mains sur son vieux pantalon de travail, comme il l'avait toujours fait. Il imaginait les embrassades, le café sur la table de la cuisine, peut-être une bouteille de vin de la cave que son père gardait pour les grandes occasions. Mais quand il arriva devant la maison où il avait grandi, la porte était fermée par un cadenas qu'il ne reconnaissait pas. Les volets étaient cloués. Le potager de sa mère, celui qu'elle entretenait depuis 30 ans avec une fierté tranquille, était desséché, envahi par les mauvaises herbes. Une voisine, Madame Aubert, l'observait depuis son portail avec une expression qu'il ne sut pas lire tout de suite. Puis elle leva lentement le bras et pointa vers le fond de la propriété. « Ils sont là-bas », dit-elle doucement. « Au fond ». Mathieu traversa l'herbe haute en silence. Derrière lui, Camille, sa femme, avançait avec précaution dans ses chaussures à talons, comme si elle craignait de salir quelque chose qu'elle tenait à préserver. Il poussa la porte du vieux poulailler en bois que son père avait construit lui-même 20 ans auparavant, pour une dizaine de poules. La porte grinça. L'odeur de paille humide et de plumes le frappa au visage. Et là, assis sur des caisses en bois retournées, ses parents mangeaient. Du pain rassis, du fromage dur, un peu de saucisson. À leurs pieds, les poules picoraient les mêmes miettes, la même table, les mêmes restes. Son père, Henri Renard, 68 ans, ancien ouvrier agricole devenu propriétaire de ses terres à force de travail et de sacrifice, ne leva pas les yeux immédiatement. Sa mère, Geneviève, posa son morceau de pain sur ses genoux et regarda son fils avec des yeux qui contenaient à la fois une honte immense et un amour encore plus grand. Derrière Mathieu, Camille murmura « Mon Dieu !» Mais elle ne demanda pas qui leur avait fait ça. Elle ne demanda pas comment ils en étaient arrivés là, comme si elle le savait déjà. Ce jour-là, Mathieu comprit que la misère de ses parents n'était pas un accident. C'était une trahison. Et elle venait de là où il l'attendait le moins. Pour comprendre comment Henri et Geneviève Renard avaient fini par vivre dans un poulailler, il faut revenir 3 ans en arrière, à la nuit où Mathieu rencontra Camille. Parce que c'est là que tout commença à s'effondrer. Lentement, silencieusement, comme une maison dont on ronge les fondations sans que personne ne s'en aperçoive. Mathieu Renard avait grandi à Sainte-Colombe, un petit village de la Dordogne, dans ce pays des pierres dorées et des rivières calmes où les gens vivent depuis des générations sur les mêmes terres. Son père possédait 40 hectares en bordure de la Vézère, une terre qui n'était pas la plus grande ni la plus productive de la région, mais qui avait quelque chose d'irremplaçable. Une source naturelle qui alimentait un ruisseau traversant toute la propriété, et une parcelle de chênes truffiers que Henri avait planté lui-même il y a 25 ans et qui donnait depuis quelques années une truffe noire d'une qualité exceptionnelle. Dans la région, les gens disaient que la truffe de Henri Renard était la meilleure de la Dordogne, peut-être même du Périgord entier. Mais Mathieu, à 26 ans, ne voulait pas entendre parler de truffes ni de rivières. Il voulait partir. Il voulait voir autre chose, vivre autrement, exister au-delà du périmètre étroit du village, où tout le monde se connaissait depuis toujours. Il obtint un poste de technicien dans une entreprise de bâtiment à Bordeaux. Ce n'était pas glorieux, mais c'était honnête. Il louait une chambre en colocation dans le quartier Saint-Michel, mangeait souvent des sandwichs le soir, envoyait un peu d'argent à ses parents chaque mois, et se disait que la vie finirait bien par lui sourire. Un soir de novembre, son patron lui demanda un service. Il fallait déposer des documents pour une réunion d'affaires dans une propriété privée du quartier des Chartrons. Mathieu prit sa vieille Renault et se rendit à l'adresse indiquée. La maison était une belle demeure bourgeoise, avec un jardin intérieur, des voitures de luxe alignées devant le portail, et des lumières chaudes qui filtraient à travers les hautes fenêtres. Il déposa les documents à l'accueil et s'apprêtait à repartir quand une voix l'arrêta. « Vous partez déjà ?» Il se retourna. Une jeune femme le regardait depuis le couloir. Robe sombre, cheveux châtains tombant sur les épaules, un verre de vin blanc à la main. Elle souriait comme si elle le connaissait depuis longtemps. « Je suis Camille », dit-elle en lui tendant la main. Camille Deschamps. Mathieu ne comprenait pas pourquoi une femme comme elle lui adressait la parole. Il portait un blouson acheté en solde et des chaussures qui avaient vu de meilleurs jours. Mais Camille ne sembla pas remarquer la différence, ou plutôt, elle fit comme si cela n'avait aucune importance. Elle lui posa des questions, écouta ses réponses, rit de ses remarques maladroites. Elle lui dit qu'elle était lasse des gens de son milieu, que les hommes simples avaient là quelque chose que les autres avaient perdu depuis longtemps. Mathieu rentra chez lui cette nuit-là avec le numéro de Camille dans son téléphone et une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps, celle d'avoir été choisi,
celle d'exister vraiment aux yeux de quelqu'un. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Camille avait son numéro avant même cette soirée. Elle savait son nom, son employeur, son village d'origine, et surtout, elle savait exactement combien de chaînes truffiers Henri Renard possédait en bordure de la Vézère, et ce que valait leur production sur le marché. Cette rencontre n'avait rien d'un hasard. C'était le premier mouvement d'un plan que Mathieu mettrait 3 ans à comprendre. Les mois qui suivirent furent tacs comme un rêve. Camille l'emmenait dans des restaurants qu'il n'aurait jamais pu se payer seul, lui faisait découvrir des vins, des expositions, des endroits. Elle lui disait qu'il méritait mieux que ce qu'il avait, que sa discrétion et son honnêteté étaient à mot des qualités rares, qu'ensemble ils pourraient construire quelque chose de grand. Et Mathieu la croyait, parce qu'il voulait la croire. Mais entre les dîners et les promesses, Camille plantait d'autres choses. Des phrases légères, presque anodines, qu'il n'entendait pas vraiment sur le moment, mais qui travaillaient en lui comme une graine dans la terre. Un soir, alors qu'il évoquait ses parents, elle prit sa main et dit doucement « Tu sais, Mathieu, tu es différent des gens de ton village. Tu penses autrement. Tu ne devrais pas te sentir obligé de vivre pour eux. » Une autre fois, quand il mentionna qu'il voulait passer le week-end en Dordogne pour voir Henri et Geneviève, elle soupira avec une douceur calculée. « Mon cœur, tu viens juste de prendre ce poste. Si tu pars maintenant, ton patron va penser que tu n'es pas sérieux. Tes parents comprennent. Appelle-les et c'est tout. » Mathieu appela. Puis les appels s'espacèrent. D'abord chaque semaine, puis tous les 15 jours, puis une fois par mois. Camille ne lui avait jamais dit de ne plus parler à sa famille. Elle lui donnait simplement des raisons de remettre à plus tard. Et Mathieu, sans s'en rendre compte, laissait peu à peu se distendre le lien qui le rattachait à Sainte-Colombe. Ils se marièrent lors d'une cérémonie sobre à la mairie de Bordeaux, avec un dîner dans un restaurant étoilé que la famille Deschamps prit entièrement en charge. Les parents de Mathieu firent le déplacement, maladroits dans leurs habits du dimanche, perdus dans cet environnement qui n'était pas le leur. Geneviève avait apporté un gâteau aux noix qu'elle avait préparé la veille. Personne n'y toucha. Le père de Camille, Bernard Deschamps, était un homme de 60 ans au regard dur et aux manières impeccables. Il dirigeait l'un des plus importants groupes agroalimentaires du Sud-Ouest, avec des intérêts dans la restauration de luxe, l'exportation de produits régionaux et les circuits de vente directe aux grands chefs parisiens. Il serra la main de Mathieu avec un sourire cordial et dit « Bienvenue dans la famille, mon garçon ». Mais ses yeux ne souriaient d'où pas. C'étaient les yeux d'un homme qui regarde quelqu'un et calcule déjà ce à quoi il va lui servir. Ce soir-là, pendant le dîner, Bernard Deschamps posa des questions à Mathieu. Des questions qui ressemblaient à de la conversation mais qui avaient un autre but. « Et dis-moi, ton père cultive des truffes, c'est ça ? En Dordogne ?» Mathieu répondit avec fierté. « 40 hectares en bord de Vézère, dit-il, avec une source naturelle sur la propriété. Mon père a planté les chênes lui-même il y a 25 ans. La production est exceptionnelle depuis quelques années. Les restaurateurs se disputent en sa truffe noire. » Bernard leva son verre avec un sourire. « Remarquable. Un homme patient, ton père. La truffe, ça ne se fait pas en un jour. » Sous la table, Camille posa la main sur le genou de Mathieu. Il crut que c'était un geste d'affection. Ce n'était pas ça. C'était un signal. Sa femme venait de confirmer à son père, en sa présence, tout ce qu'il avait besoin de savoir. Mathieu ne le remarqua pas. Il était trop heureux. Pendant que Mathieu construisait sa nouvelle vie à Bordeaux, quelque chose de très différent se déroulait à Sainte-Colombe. Bernard Deschamps n'était pas seulement un homme d'affaires prospère. C'était un homme qui n'acceptait pas qu'on lui dise non. Depuis plusieurs années, son groupe cherchait à sécuriser un approvisionnement exclusif en truffes noires du Périgord, pour alimenter ses restaurants et ses circuits d'exportation vers le Japon et les États-Unis. La truffe de Henri Renard, par sa qualité et par la source naturelle qui irriguait ses chênaies, représentait exactement ce dont il avait besoin. Il avait approché Henri 2 fois, par l'intermédiaire de courtiers. Les 2 fois, Henri avait dit non. Cette terre n'est pas à vendre. Il avait répondu sans hésiter, sans même demander combien on lui offrait. Mes enfants grandiront ici. Mes parents sont enterrés ici. Bernard Deschamps avait alors changé de méthode. Puisqu'il ne pouvait pas acheter la terre directement, il l'obtiendrait autrement. Et pour cela, il avait d'abord envoyé sa fille. Puis il avait trouvé Roger Martel. Roger Martel était le meilleur ami d'Henri Renard depuis 40 ans. Ils avaient fait leur service militaire ensemble, bu du vin ensemble lors de toutes les vendanges du village, joué à la pétanque ensemble chaque dimanche matin depuis plus de 20 ans. Henri appelait Roger son frère de cœur. Si quelqu'un pouvait convaincre Henri Renard de signer des documents sans les lire, c'était lui. Bernard Deschamps trouva Roger à un moment de faiblesse. Des dettes accumulées, une mauvaise année, des ennuis avec le fisc. Il lui offrit une sortie. « Je n'ai besoin que d'une chose, » lui dit-il. « Que tu convainques ton ami de régulariser ses papiers. C'est tout. »
Roger refusa d'abord, puis il accepta, et il commença son travail avec une patience terrible. Il rendait visite à Henri plus souvent que d'habitude. Il parlait du passé, du village, des saisons, et entre 2 verres de vin, Roger glissait des inquiétudes, que la nouvelle réglementation européenne sur les exploitations agricoles allait créer des problèmes pour les petits propriétaires, que des gens avaient eu des ennuis à cause de titres de propriété mal enregistrés, qu'il connaissait quelqu'un qui pouvait aider à tout mettre en ordre avant que ça devienne compliqué. Henri ne crut pas son ami du premier coup, mais Roger insistait, semaine après semaine, et le doute, quand il est semé avec patience, finit toujours par germer. De l'autre côté de la France, Sophie, la cousine de Mathieu, essayait de faire ce que personne d'autre ne faisait. Prévenir Mathieu. Sophie habitait à 2 rues de chez Henri et Geneviève. Elle avait remarqué les visites de plus en plus fréquentes de Roger, vu arriver une voiture noire aux vitres teintées un après-midi, entendu Geneviève pleurer derrière une porte. Elle appela Mathieu 1 fois, 2 fois, 3 fois. La première fois, c'est Camille qui décrocha. « Mathieu est en réunion, je lui ferai la commission. » Elle ne lui fit rien. La deuxième fois, le téléphone sonna dans le vide jusqu'au répondeur. La troisième fois, Camille décrocha à nouveau. « Sophie, ne t'inquiète pas. Mathieu a parlé à ses parents la semaine dernière. Tout va bien. C'était un mensonge. » Mathieu n'avait pas appelé ses parents depuis des semaines. Sophie raccrocha avec un nœud dans la gorge. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Mais elle était seule, sans preuve, à des centaines de kilomètres du seul homme qui aurait pu agir. Le piège se refermait. Et Mathieu ne le voyait pas. Roger Martel revint un jeudi après-midi avec un homme qu'Henri n'avait jamais vu. L'homme portait un costume gris, une chemise blanche, une mallette en cuir. Il dit qu'il était notaire. Il dit qu'il venait de Périgueux. Il dit qu'il y avait un problème urgent avec le titre de propriété des 40 hectares, une anomalie dans le cadastre qui remontait à une succession mal réglée des années auparavant, et que si Henri ne signait pas certains documents de régularisation avant la fin du mois, l'État pouvait contester sa propriété. Henri le regarda avec méfiance. « Je n'ai jamais eu de problème avec mes papiers. » L'homme ouvrit sa mallette et étala sur la table de la cuisine plusieurs feuillets couverts de tampons officiels et de signatures. « Monsieur Renard, dit-il avec le ton de quelqu'un qui explique quelque chose d'évident à quelqu'un de lent, ce sont les nouvelles dispositions. Si vous ne régularisez pas, vous perdez vos droits sur la parcelle. » Henri regarda Roger, son ami depuis 40 ans, l'homme qui avait tenu Mathieu dans ses bras le jour de son baptême, l'homme avec qui il avait bu du vin à chaque récolte depuis des décennies. Roger hocha lentement la tête. « C'est vrai, Henri. J'ai fait les miens le mois dernier. C'est une simple formalité. C'était un mensonge. Tout était un mensonge. » Mais Henri ne le savait pas. Geneviève apparut dans l'encadrement de la porte. Elle avait entendu depuis le couloir. Elle regarda son mari avec des yeux remplis d'une peur qu'elle essayait de maîtriser. « Henri, ne signe rien sans appeler Mathieu d'abord. » Roger intervint rapidement. « Geneviève, ça ne peut pas attendre. Si vous tardez, vous risquez de tout perdre. » Henri regarda les documents. Les caractères étaient au petit, serrés, remplis d'un jargon juridique qu'il ne comprenait pas. Mais Roger était là, son frère de cœur, l'homme en qui il avait confiance depuis 40 ans. Il prit le stylo. Geneviève ferma les yeux. Henri signa. Il ne lut pas ce qu'il signait. Il ne demanda pas d'explication pour chaque clause. Il ne demanda pas de copie. Il fit simplement confiance à l'homme qui l'avait trahi. 3 semaines plus tard, un huissier se présenta à la porte. Henri sortit dans la cour et regarda l'homme poser un nouveau cadenas sur la porte de sa propre maison. La maison qu'il avait rénovée pierre par pierre. La maison où son fils avait fait ses premiers pas, où sa femme avait planté ses premières bifleurs. « Qu'est-ce que vous faites » demanda Henri. L'huissier ne le regarda pas. Ordre du nouveau propriétaire. Henri sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Quel nouveau propriétaire ? Cette maison est à moi. » L'huissier rangea ses outils et s'en alla sans un mot de plus. Dans l'après-midi, un courrier arriva. À l'intérieur, une lettre courte, sans signature lisible, mais avec un message qu'Henri Renard n'oublierait jamais. La propriété a changé de main dans le cadre d'une procédure régulière. Vous pouvez rester dans le hangar au fond du terrain, le temps de trouver une solution. Vous avez toujours vécu près de la terre. Maintenant, vous y vivrez vraiment. Geneviève lut la lettre 2 fois, la plia soigneusement et la glissa dans la poche de son tablier. Cette nuit-là, Henri l'entendit pleurer jusqu'au matin. Le lendemain, ils chargèrent ce qu'ils purent dans 2 sacs et 2 cartons. Geneviève prit les photos de famille, son livre de recettes, le châle qu'elle gardait depuis son mariage. Henri prit ses outils, ses papiers, la bouteille de vin qu'il gardait depuis la naissance de Mathieu pour une grande occasion. Il la regarda longtemps, puis la remit dans le carton. Ce n'était pas l'occasion prévue. Le poulailler se trouvait à 200 mètres de la maison.
Henri poussa la porte. Le sol était en terre. Les poules s'écartèrent vers un coin. Il retourna une caisse en bois et s'assit dessus. Geneviève fit de même. Ils se retrouvèrent là, l'un en face de l'autre, sans parler. Cette première nuit, Henri ne dormit pas. Il écouta les poules remuer dans l'obscurité et le vent siffler entre les planches mal jointes. À un moment, Geneviève s'endormit avec la vieille couverture remontée jusqu'au menton. Henri la regarda longtemps. 41 ans à ses côtés. Et maintenant, il dormait dans un poulailler parce qu'il avait fait confiance à l'homme qui ne le méritait pas. La lumière de l'après-midi entrait en fines raies par les planches du toit. Mathieu était debout devant ses parents et ne bougeait pas. Sa voix, quand il parla, était calme, mais ses mains tremblaient. « Je veux que vous me disiez ce qui s'est passé. » Henri gardait la tête baissée, les coudes sur les genoux. Il essaya de parler 2 fois. Les mots ne sortaient maintes pas. Ce fut Geneviève qui raconta. Elle parla lentement, en s'essuyant les yeux avec le coin de son tablier. L'homme au costume gris, les documents, le cadenas, la lettre. Mathieu écouta sans l'interrompre. Chaque mot était comme un coup lent qui lui enfonçait la poitrine un peu plus. « C'est Roger qui vous a amené cet homme ?» demanda-t-il finalement. Henri hocha la tête sans lever les yeux. « Il m'a dit que c'était une formalité administrative. » Geneviève continua. « Mais il n'était pas seul, Mathieu. L'homme qui est venu avec Roger n'était pas d'ici. Il est arrivé dans une grosse voiture noire. Et Roger l'attendait dehors comme s'il savait qu'il allait venir. » Mathieu fronça les sourcils. « Il venait d'où ?» Geneviève hésita. Elle regarda Camille, qui se tenait appuyée contre le montant de la porte, les bras croisés, l'expression grave, parfaite. Puis elle baissa la voix. Roger a dit un nom une fois, en parlant dehors avec l'autre homme. Il ne savait pas que j'étais derrière la fenêtre. Quel nom ? Geneviève hésita encore, regarda de nouveau vers Camille, puis dit doucement. Deschamps. Le nom tomba dans le silence du poulailler comme une pierre dans une eau calme. Mathieu sentit quelque chose de froid lui parcourir le dos. Deschamps. Le nom de famille de sa femme. Le nom de son beau-père. Il se retourna vers Camille. Elle n'avait pas bougé. Elle n'avait pas ouvert les yeux avec surprise. Elle n'avait pas demandé lequel. Il y a des Deschamps partout. Elle n'avait fait aucune des choses qu'une personne ferait naturellement en entendant son propre nom au milieu d'une histoire de fraude et de spoliation. Elle dit simplement, d'une voix légèrement trop maîtrisée. C'est sûrement une coïncidence. Mais sa voix trembla. Juste un peu. Juste assez. Et à cet instant, Mathieu sut que quelque chose n'allait pas. Pas encore de certitude, pas encore de preuve, mais quelque chose de froid et de précis qui commença à grandir en lui comme une évidence qu'on retarde le plus longtemps possible. Il sortit du poulailler, les mâchoires serrées, et marcha vers le village. Il dit à Camille qu'il avait besoin d'air. Elle hocha la tête avec un sourire compréhensif. « Prends ton temps, mon cœur. » Il ne répondit pas. Il ne pouvait plus la regarder de la même façon. Il demanda à Madame Aubert, la voisine qui l'avait orienté vers le poulailler à son arrivée. La vieille femme le regarda avec une tristesse tranquille. « Ton père est venu frapper à ma porte il y a 2 mois, » dit-elle. Il cherchait quelqu'un qui pouvait l'aider avec des papiers. Mais Roger disait à tout le monde que c'était normal, que ton père s'inquiétait pour rien. Il parla à Monsieur Fabre, le boulanger, qui lui dit avoir vu la voiture noire arriver 3 fois avant que les événements se précipitent. Il parla à la jeune femme qui tenait l'épicerie, qui lui dit que Geneviève était venue lui demander à crédit 2 semaines après avoir été chassée de chez elle. Elle n'avait plus rien. Je lui ai donné ce que je pouvais. Elle ne voulait pas que ça se sache. Mathieu serrait les poings. Chaque témoignage confirmait la même chose. Roger avait été le pont entre ses parents et quelqu'un qui avait tout orchestré. Et ce quelqu'un portait un nom que Mathieu connaissait mieux que le sien. Il trouva Roger dans son jardin, assis sur une chaise de plastique avec un verre d'eau entre les mains. Quand Roger le vit arriver, il se leva si vite que le verre tomba et se brisa sur les dalles. « Mon gars », dit Roger avec un sourire nerveux. « Quelle surprise !» Mathieu s'arrêta à 1 mètre de lui. « Qu'est-ce que tu as fait à mon père ?» Le sourire disparut. C'était juste des formalités administratives, des papiers à régulariser. « Ton père ?»« Mon père mange du pain sec dans un poulailler, Roger. Tu appelles ça une formalité ?» Roger recula d'un demi-pas. Ses lèvres tremblaient. Il ouvrit la bouche, la referma. « Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. »« Alors tu voulais quoi ?» Le silence dura plusieurs secondes. Quand Roger parla, sa voix était à peine un murmure. « J'ai fait ce qu'on m'a demandé. » Mathieu sentit son cœur battre dans ses tempes. « Qui te l'a demandé ?» Roger leva les yeux vers lui. Des yeux humides, l'air d'un homme qui sait ce qu'il a fait et qui n'a plus la force de le cacher. Il ouvrit la bouche, la referma une fois.
puis dit quelque chose que Mathieu n'était pas prêt à entendre. « Demande à ton beau-père. » Le monde s'arrêta. Mathieu ne respira plus pendant plusieurs secondes. Les 3 mots flottèrent dans l'air de cet après-midi de Dordogne, comme s'ils pesaient 1 tonne chacun. Ton beau-père, Bernard Deschamps. L'homme qui lui avait serré la main le jour de son mariage, et dit bienvenue dans la famille. Tu mens, dit Mathieu. Mais sa voix n'avait plus la même assurance. Roger secoua la tête. J'aimerais bien, mon gars. Mathieu quitta le jardin de Roger avec les jambes qui tremblaient. Au coin de la rue, il entendit une voix. Mathieu. Il se retourna. Sophie était là. Sa cousine avait les yeux rouges. Elle marcha vers lui. Je t'ai cherché depuis que j'ai su que tu étais arrivé. Elle le regarda droit dans les yeux. Il y a quelque chose que tu dois savoir. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois quand tout a commencé avec ton père. Quand Roger a commencé à venir avec ses histoires de papier. Mathieu fronça les sourcils. Je n'ai reçu aucun appel de toi. Je sais. Sophie serra les lèvres. Parce que ce n'est pas toi qui as répondu. La première fois, c'est Camille qui a décroché. Elle m'a dit qu'elle te passerait le message. La deuxième fois, personne n'a répondu. La troisième fois, Camille m'a dit que tu avais parlé à tes parents la semaine d'avant et que tout allait bien. Le silence entre eux fut lourd. La première fois, c'est Camille qui a décroché. Elle m'a dit qu'elle te passerait le message. Elle ne t'a rien dit, continua Sophie. Et moi je suis resté ici, seul, à regarder les parents perdre tout ce qu'ils avaient sans pouvoir rien faire. Sa voix se brisa. Elle s'essuya les yeux du revers de la main. Un jour je suis allé voir ta maman au poulailler. Ton père était sorti chercher du bois. Elle m'a pris les mains et elle m'a dit « Ne dis rien à Mathieu. Je ne veux pas qu'il sache que son père n'a pas su protéger ce qui était à lui. » Elle m'a demandé de garder le secret pour protéger la fierté de ton père. Mathieu ferma les yeux. Il sentit quelque chose se fissurer en lui, pas d'un coup, mais lentement, comme une vieille pierre sous la pression de l'hiver. Mais moi je ne pouvais pas rester silencieuse, continua Sophie. Alors j'ai continué à appeler. Et à chaque fois, ta femme faisait en sorte que le message n'arrive jamais. Une à une, les pièces s'assemblèrent. Roger, Bernard Deschamps, les appels interceptés. Et au centre de tout, comme un fil invisible qui reliait chaque trahison, il y avait Camille, sa femme. Mathieu rentra dans la chambre que leur avait prêtée un voisin. Les murs étaient en pierre, une seule lampe éclairait le lit et une vieille chaise dans le coin. Camille était assise devant un petit miroir et se brossait les cheveux. Quand il ferma la porte, elle le regarda dans le reflet. « Ça va, mon cœur ?» Mathieu ne s'assit pas. Il resta debout près de la porte, les bras le long du corps. Il la regarda sans parler pendant plusieurs secondes. Camille posa la brosse. « Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai parlé avec Roger. » Elle reprit la brosse et recommença à se coiffer. « Et qu'est-ce qu'il t'a raconté, ce monsieur ? Il m'a dit de demander à mon beau-père. » La main qui tenait la brosse s'arrêta une fraction de seconde, puis elle reprit son mouvement, comme si rien ne s'était passé. Cet homme cherche à se décharger sur quelqu'un d'autre. C'est évident. J'ai aussi parlé avec Sophie. Cette fois, Camille posa la brosse sur la table et se retourna sur sa chaise pour lui faire face. « Ta cousine ? Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans ? Elle m'a dit qu'elle t'a appelé plusieurs fois et que tu n'as jamais transmis ses messages. » Camille laissa échapper un petit rire. « Mathieu, je reçois des dizaines d'appels. Je ne peux pas me souvenir de chacun. Tu te souviendrais d'un appel disant qu'on était en train de voler la maison de mes parents ?» Le silence envahit la pièce. La lampe cligota une fois. Camille le regarda fixement. Son expression changea. Pas de façon spectaculaire. Juste un déplacement infime, comme un masque qui glisse de quelques millimètres pour révéler ce qui se trouve en dessous. « Qu'est-ce que tu sous-entends exactement ?» demanda-t-elle d'une voix froide. « Je ne sous-entends rien. Je te pose la question directement. Est-ce que ton père est impliqué dans ce qui est arrivé à mes parents ?» Camille se leva. « Mon père est un homme d'affaires respecté. Il n'a rien à faire avec des paysans d'un village perdu en Dordogne. » Le mot « paysan » sortit de sa bouche comme s'il brûlait. Et à cet instant, Mathieu vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu dans le regard de sa femme. Du mépris. « Des paysans », répéta Mathieu lentement. « Tu parles de mes parents ?» Camille réalisa ce qu'elle venait de dire. Elle essaya de corriger. « Je suis nerveuse. Je n'ai pas voulu dire ça comme ça. Tu savais ce qui se passait ? » ?»« Non, Mathieu. »« Alors pourquoi tu n'as pas été surprise quand tu as vu mes parents dans ce poulailler ? Pourquoi tu n'as pas demandé qui leur avait fait ça ? Pourquoi tu as bloqué les appels de Sophie ?» Camille ouvrit la bouche, la referma, la rouvrit. Puis quelque chose changea dans sa posture. Elle se redressa. Sa voix devint plus ferme, plus froide, la voix de quelqu'un qui a arrêté de jouer la comédie. « Mon père a fait ce que n'importe quel homme d'affaires aurait fait, dit-elle. Ta famille possédait quelque chose qui avait de la valeur.
Il a essayé de l'acheter proprement et ton père a refusé. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse » Mathieu sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Alors tu savais. » Camille le regarda droit dans les yeux. « Cette truffe noire vaut une fortune sur les marchés japonais et américains. Mon père en a besoin pour son groupe. Il a proposé un prix juste et ton père a dit non. Ce n'est pas notre problème. Et moi, qu'est-ce que j'ai été dans tout ça ?» demanda Mathieu. La question lui sortit brisée, comme si les mots avaient trop des bords coupants. Camille ne répondit pas immédiatement. Elle le regarda avec une expression qu'il ne lui avait jamais vue. Ce n'était pas de la culpabilité, ce n'était pas de la tristesse, c'était de l'indifférence. « Tu as été nécessaire, » dit-elle. 2 mots. « Tu as été nécessaire », comme une clé qu'on utilise pour ouvrir une porte et qu'on range ensuite dans un tiroir. Mathieu sentit les yeux lui brûler. Pas de chagrin, de rage, de honte. La honte de réaliser que chaque dîner, chaque promenade, chaque je t'aime avait été calculé dans un bureau climatisé à des centaines de kilomètres de là. Il n'avait pas été un mari, il avait été un instrument. Et pendant qu'il tombait amoureux comme un idiot à Bordeaux, sa femme appelait son père pour lui rapporter chaque détail sur la famille Renard, chaque faiblesse, chaque point d'entrée. Mathieu marcha vers la porte et l'ouvrit. Avant de sortir, il dit une seule phrase sans se retourner. « Ça ne va pas rester comme ça. » Camille ne répondit pas. Mais pour la première fois depuis qu'il la connaissait, quelque chose dans son visage cessa d'être de l'indifférence. Ce fut de la peur. Le lendemain matin, Mathieu frappa à la porte de Maître Lemoine. Son cabinet était dans une maison ancienne au bout de la rue principale, avec une plaque en bronze sur la façade et des volets bleus. Quelqu'un au village lui avait dit que c'était le seul notaire juriste de la région qui n'avait peur de personne et qui connaissait la loi sur le bout des doigts. Mathieu avait besoin exactement de ça. Maître Lemoine était un homme d'une 60aine d'années, avec des lunettes sur le bout du nez et une façon d'écouter qui donnait l'impression qu'il enregistrait chaque mot. Il laissa Mathieu parler jusqu'au bout sans l'interrompre. Quand ce dernier se tut, il tendit simplement la main. Les documents. Mathieu lui remit les copies qu'il avait récupérées le matin même à la mairie. Maître Lemoine les examina page par page, en silence. Plusieurs minutes s'écoulèrent, puis il ôta ses lunettes et les posa sur le bureau. « Il y a plusieurs irrégularités importantes, » dit-il. Mathieu se pencha en avant. « Lesquelles ? Premièrement, le notaire qui a instrumenté cet acte. J'ai vérifié les registres de la Chambre des notaires de la Dordogne et des départements limitrophes. Ce nom n'apparaît nulle part. Il n'est pas inscrit. » Mathieu serra la mâchoire. Maître Lemoine continua. Deuxièmement, l'acte mentionne une vente, mais il n'y a aucune trace de paiement. Pas de virement, pas de chèque, pas de reçu. Ton père aurait signé un acte de vente de 40 hectares, avec source naturelle et chaînée truffière, et il n'aurait pas reçu un centime. Parce que ça n'était pas une vente, c'était une escroquerie. Il posa son doigt sur une autre section du document. Troisièmement, la clause de transfert immédiat de jouissance. Elle a soit été insérée de façon subreptice, en page 4, dans un paragraphe qui ressemble à une disposition ordinaire. Sans cette clause, un acheteur n'aurait pas pu prendre possession immédiate. Avec elle, ton père a été mis dehors le jour même. Mathieu regarda les papiers. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Maître Lemoine redressa ses lunettes. Il y a matière à demander la nullité de l'acte pour vice du consentement, défaut de cause, et exercice illégal de la profession de notaire. Mais j'ai besoin d'une chose supplémentaire. Laquelle ? Une preuve directe que ton père a été délibérément trompé. Les témoignages de tes parents, des voisins, tout ça est utile. Mais un juge voudra plus. Il voudra que quelqu'un confirme qui a commandité l'opération. Mathieu s'appuya contre le dossier de sa chaise. Il savait qui avait commandité l'opération. Mais le savoir ne suffisait pas. Il fallait que Bernard Deschamps le dise lui-même. « Vous avez un moyen d'y arriver ?» demanda Maître Lemoine. Mathieu réfléchit une seconde, puis répondit lentement. « J'ai sa fille. » Il rentra trouver Camille avec un visage différent, plus calme, presque résigné. Il s'assit face à elle et parla posément. « J'ai réfléchi toute la nuit. Il ne sert à rien de se battre pour quelque chose qui est déjà perdu. Peut-être qu'on peut s'arranger avec ton père ? Qu'il donne quelque chose en échange, pas la propriété entière, juste de quoi permettre à mes parents d'avoir un toit et de finir leur vie dignement. » Camille l'observa avec prudence. Puis elle sourit légèrement, pas un sourire de soulagement. Le sourire de quelqu'un qui croit avoir gagné. « C'est raisonnable. Je peux appeler mon père. Dis-lui de venir ici, » dit Mathieu. « Je préfère lui parler en face à face, entre hommes. » Camille hocha la tête, prit son téléphone et sortit de la pièce. Mathieu l'entendit parler à voix basse. Quand elle revint, elle dit « Il vient demain après-midi. » Mathieu hocha la tête. « Parfait. »
Ce soir-là, il alla voir Maître Lemoine et lui expliqua le plan. Puis il trouva Sophie. « J'ai besoin que tu sois sur la place demain à 5 heures, et amène le plus de gens possible. » Sophie ne demanda pas pourquoi. Elle dit simplement « Je serai là ». Bernard Deschamps arriva le lendemain à 4h30 dans un SUV noir avec chauffeur. Il descendit avec la tranquillité d'un homme habitué à ce que les choses se passent comme il le décide. Costume bleu marine, montre en or, chaussures impeccables. Mathieu l'attendait sur la place du village. Une table en bois, 2 chaises sous le grand tilleul. Une réunion simple, 2 hommes qui parlent. Mais autour de la place, assis sur les bancs, debout devant la boulangerie, appuyés contre les façades de leur maison, les habitants du village étaient là chauds là. Sophie les avait tous prévenus. Bernard Deschamps regarda autour de lui avec un sourire légèrement condescendant. « Je ne savais pas que c'était une réunion publique. »« C'est un petit village, » répondit Mathieu. « Les gens sont curieux. » Ils s'assirent. Bernard croisa les jambes. « Camille m'a dit que vous voulez négocier. » « C'est sage. » Mathieu hocha la tête. « Je veux juste comprendre d'abord. » Il glissa la main dans la poche intérieure de sa veste. Ses doigts trouvèrent le téléphone. Il appuya sur le bouton d'enregistrement sans le sortir. Puis il posa les 2 mains à plat sur la table. « C'est vous qui avez mandaté Roger Martel pour convaincre mon père de signer ?» Bernard fit un geste vague de la main. « J'ai mandaté quelqu'un pour proposer un accord commercial à ton père. Il était libre d'accepter ou non. Mon père ne savait pas ce qu'il signait. » Bernard haussa les épaules. « Ce n'est pas mon problème qu'un homme ne lise pas ce qu'il signe. » Un frémissement parcourut la place. Les villageois écoutaient chaque mot. Mathieu continua sans élever la voix. Le notaire que Roger a amené n'était pas inscrit à la chambre des notaires. Bernard serra légèrement les lèvres. Un silence court. Puis il regarda les villageois autour de la place. Quelque chose changea dans son regard. Il se pencha vers Mathieu et baissa la voix. « Écoute, tu es venu pour négocier ou pour m'accuser ? Parce que si c'est pour m'accuser, je me lève et je pars. » Mathieu sentit son estomac se contracter. Si Bernard partait maintenant, tout s'effondrait. Il respira, changea de ton. « Vous avez raison, monsieur Deschamps. Excusez-moi, je veux juste comprendre pour pouvoir tourner la page et avancer. » Bernard l'étudia quelques secondes. Puis ses épaules se détendirent. « C'est ça que j'appelle un homme sensé. »« Alors aidez-moi à comprendre, » dit Mathieu. « Le notaire, c'était votre homme. » Bernard fit un geste d'indifférence. « Je ne me charge pas de ces détails. Pour ça, j'ai des collaborateurs. Des gens comme Roger Martel. Il a rendu un service. Il a été rémunéré pour ça. » Un murmure parcourut la place. Roger, qui se tenait près de la boulangerie, baissa la tête. Mathieu posa la dernière question, celle qui comptait plus que toutes les autres. « Et votre fille Camille faisait aussi partie du dispositif ?» Bernard perdit son sourire pour la première fois. Il regarda Mathieu avec froideur. Le silence entre eux dura longtemps. Puis il parla avec la voix d'un homme tellement habitué au pouvoir qu'il n'imagine pas que ses propres mots puissent se retourner contre lui. « Ma fille a fait ce que je lui ai demandé. Comme tout le monde. » Les mots tombèrent sur la place comme une sentence. « Ma fille a fait ce que je lui ai demandé. » Dit devant 50 personnes. Dit avec l'arrogance d'un homme qui n'a jamais eu à rendre de compte à personne. Mathieu sortit le téléphone de sa poche et le posa sur la table. L'écran était allumé. L'enregistrement tournait depuis le début. Bernard regarda le téléphone. Puis il regarda Mathieu. Et pour la première fois depuis des années, son visage montra quelque chose qu'il avait oublié ressentir. De la peur. « Ça ne servira à rien, » dit-il. Mais sa voix avait perdu sa certitude. Maître Lemoine apparut depuis le côté de la place avec un dossier sous le bras. En réalité, monsieur Deschamps, ça va servir à beaucoup de choses. Bernard se leva, regarda autour de lui. Les villageois l'observaient en silence. Roger ne levait pas la tête. Camille, qui était restée au fond de la place, fit demi-tour et marcha vers la voiture sans dire un mot. Le piège s'était refermé. Et Bernard Deschamps venait de fournir lui-même tout ce dont Mathieu avait besoin. Maître Lemoine déposa la demande en nullité 4 jours plus tard. L'enregistrement, les témoignages des voisins, l'absence de paiement dans l'acte, le faux notaire. Le dossier était solide. Un juge du tribunal de grande instance de Périgueux examina l'affaire. Il ordonna la suspension immédiate de toute opération liée à la propriété Renard, dans l'attente de la décision. Quelques semaines plus tard, l'acte fut déclaré nul. La propriété revint légalement au nom d'Henri Renard. Bernard Deschamps fit l'objet d'une enquête pour escroquerie, abus de confiance et exercice illégal d'une activité juridique. Son avocat demanda un arrangement à l'amiable. Le juge refusa. Camille n'attendit pas le jugement définitif. 3 jours après la scène sur la place, elle monta dans la voiture de son père sans se retourner.
Mathieu la regarda partir depuis la fenêtre du voisin chez qui il logeait. Il attendit. Une partie de lui attendit jusqu'au bout, la partie qui se souvenait encore des dîners, des promenades le long de la Garonne, de la façon dont elle riait quand il racontait une mauvaise blague. Cette partie attendit que Camille se retourne, juste une seconde, qu'elle le regarde une dernière fois, qu'il y ait quelque chose dans son visage, n'importe quoi d'humain. La voiture disparut au bout de la rue. Camille ne se retourna pas. Elle était partie comme elle était entrée dans sa vie, avec un but. Et quand ce but n'avait plus de raison d'être, elle avait simplement disparu. Mathieu signa les papiers du divorce une semaine plus tard, seul, dans le bureau de Maître Lemoine, avec le même stylo avec lequel il avait signé l'acte de mariage 2 ans auparavant. Quand il eut terminé, il resta à regarder sa propre signature pendant un long moment. Maître Lemoine lui demanda s'il allait bien. Mathieu dit oui, mais il n'était pas certain que ce soit vrai. Il sortit du cabinet et marcha dans la rue principale du village. Le soleil descendait derrière les collines, la même rue sur laquelle il était arrivé quelques semaines plus tôt, avec une voiture neuve et une femme qui sentait le parfum cher, convaincu que la vie lui souriait enfin. Maintenant, il marchait seul, sans voiture, sans femme, avec un jugement de divorce plié dans la poche. La maison avait été rendue. La terre avait été rendue. Mais la femme qu'il avait aimée n'avait jamais existé. Ce qu'il avait perdu, ce n'était pas une épouse, c'était l'illusion que quelqu'un l'avait choisie. Le matin où Henri Renard franchit à nouveau la porte de sa maison, il ne dit rien. Il resta dans la cour à regarder le vieux pommier qui n'avait pas bougé, les jardinières de Geneviève alignées contre le mur, la porte en bois qu'il avait lui-même poncée et repeinte plus de fois qu'il ne pouvait s'en souvenir. Tout était à sa place, comme si la maison l'avait attendu. Geneviève entra derrière lui, traversa lentement la cuisine, passa les doigts sur la table où ils avaient mangé ensemble pendant 41 ans. Puis elle s'assit sur sa chaise et pleura. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de honte, c'étaient des larmes de soulagement. Henri marcha jusqu'à elle, se plaça derrière elle et lui posa une main sur l'épaule. Il ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Geneviève leva la main et la posa sur la sienne. Ils restèrent ainsi longtemps dans le silence de leur cuisine, dans leur maison. Mathieu les observa depuis la porte. Il n'entra pas. Il les laissa avec leur maison, avec leur moment. Cet après-midi-là, Henri sortit dans la cour et regarda vers le fond du terrain. Le poulailler était là, les planches mal jointes, le toit penché, les caisses en bois où ils avaient dit manger du pain sec pendant des mois. « Il faut démolir ça », dit Henri. Mathieu secoua la tête. « Non. » Son père le regarda. « Pourquoi ? Parce que ça nous rappelle que la confiance ne se donne pas, elle se mérite. » Henri ne répondit pas, mais il hocha lentement la tête, comme si les mots de son fils avaient rejoint quelque chose en lui qui n'avait plus besoin d'explication. Mathieu resta au village. Il ne retourna pas à Bordeaux. Il ne chercha pas Camille. Il ne réclama pas d'explications qu'il avait déjà. Il resta là où il aurait toujours dû être, avec ses parents, sur leur terre. Les jours qui suivirent furent calmes. Geneviève replanta des fleurs dans ses jardinières. Henri retourna s'asseoir sous le pommier les après-midi. Et le vendredi soir, quand le soleil descendait derrière les collines de Dordogne, Mathieu s'asseyait avec son père à la même table de jardin où Roger Martel venait autrefois boire du vin. Il ne parlait pas beaucoup. Il n'en avait pas besoin. Être là suffisait. Il y a des histoires qui semblent te parler de terres et d'argent. Mais celle-ci n'a jamais été une histoire de terre, ni d'argent. C'est l'histoire d'un homme qui a cru en un amour qui n'existait pas et qui a failli perdre les seules personnes qu'il aimait vraiment. L'histoire de parents qui ont tout perdu sauf leur dignité. Et l'histoire d'un fils qui a appris, de la façon la plus difficile qui soit, que rentrer à la maison n'est jamais trop tard. Jamais.